Il a quoi? Bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Rosemary. Bonjour Charlotte. Anne-Christine, On a des gens qui salut. arrivent au fur et à Bonjour. mesure. Bonjour à tous. Marie. On laisse encore quelques minutes quelques secondes pour que tout le monde arrive. Ouais, moi, je pense Donc, on a l'impression qu'on est au même endroit, Rosemary, Aline et moi. En fait, on n'est pas du tout au même endroit. Oui, c'est C'est la formidable. magie du virtuel. On est derrière nous, c'est la photo du dernier séminaire des entrepreneurs au Cambodge que Rosemary et que Somari avait organisé. J'arrive pas à En voir 2019, parce En que 2019. 2020, malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas organiser un regroupement aussi important des personnes Ouais, cette dans année, un ouais. endroit. Bon, merci à tous de nous avoir rejoints. On va commencer parce qu'on a une petite demi-heure. Somari, merci beaucoup à toi d'avoir répondu présent. Depuis le Cambodge, il est quelle heure là pour toi? Il est 2 heures dans l'après-midi. Bon, ça va. Nous, on commence notre journée. Pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Somari Toun, je travaille à Tersat depuis 3 ans. Tersat, c'est le partenaire local de Mine Fontaine au Cambodge. Je m'occupe des opérations sur terrain et plus spécifiquement des franchisés, c'est-à-dire des entrepreneurs qui gèrent des boîtes kiosques en activité. On en a plus de 250 aujourd'hui. Moi, j'accompagne des entrepreneurs, les aider à faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Donc, la mission, c'est d'assurer la bonne continuité de l'activité. Et la franchise au Cambodge propose différents services et de l'accompagnement essentiel à votre kiosque. On propose des formations initiales et continues, on propose de contrôler de la qualité de l'eau qui sera conforme à la norme de l'OMS. On a des techniciens qui répondent aux hotlines, qui apportent de la maintenance technique sur tout le réseau. On fait aussi de l'animation du social marketing, un marketing rural pour accroître la notoriété de la marque Ovi. Ovi, c'est de l'eau qu'on vend au Cambodge. Et on fait différentes animations de réseau. On propose ce qu'on venait de dire, des séminaires, on fait des compétitions de vente, des compétitions entre entrepreneurs pour les encourager à vendre de plus en plus de l'eau. Ça, c'est une mission aussi principale de la franchise. Ok. Je pense que pendant ce temps-là, tout le monde est arrivé. On est déjà à 18 participants. Merci de t'être présenté. Ce qu'on vous propose ce matin, c'est plus un format interactif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que Somari nous parle encore plus en détail de ce qu'elle vient de nous exposer brièvement. Et on s'est dit que c'était tout aussi sympa si vous nous posiez les questions au fur et à mesure. Plutôt que d'attendre la fin. Donc n'hésitez pas à lever la main ou nous poser des questions via le chat. Peut-être qu'en fait, c'est bien que vous fermiez vos micros. Comme ça évite, si jamais il y a un bruit, que ce soit vous qui arriviez à l'écran. Et comme ça, on verra tout pleinement Somari. Et encore, merci à vous d'être présents ce matin. Donc, quand on préparait cet entretien, Somari, tu disais que tu animais toute une équipe et tu parviens à accompagner 250 entrepreneurs. Et la question, alors, c'est comment est-ce que tu fais pour les accompagner, ces 250 entrepreneurs avec l'équipe? Nous, au fur et à mesure, pendant des années, on a constitué une équipe des advisors qui sont des super coachs. Donc, c'est sur eux que je m'appuie pour accompagner des entrepreneurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et tout ça, ça marche. On a une équipe des Regional Business Managers qui s'occupent de 4 bureaux au Cambodge, donc 4 plateformes. Et chaque plateforme a ses advisors, les senior advisors, des techniciens, des équipes de techniciens, des techniciens de l'eau et aussi des laborantins. Donc, toute cette équipe apporte au quotidien des supports et
de l'accompagnement au water kiosque. Ah, super. En 2021, là, on a lancé une étude pour comprendre le succès des water kiosques. On a pris des kiosques qui performent les mieux, ce qu'on appelle des super T1 ici au Cambodge. Les résultats, c'est que les entrepreneurs qui réussissent de plus ont le plus de soft skills, d'esprit entrepreneurial et ils appliquent au mieux nos méthodes, des méthodes qu'on recommande. Et la plupart des entrepreneurs qui performent le mieux aussi, ils passent au moins 7 ans, ils sont là depuis 7 ans avec nous. Wow. Donc, en moyenne, on a passé 1400 heures de coaching, d'accompagnement pour ces entrepreneurs-là. Ah, c'est énorme. Et tu disais aussi, les futurs entrepreneurs, aujourd'hui, c'est des villageois. La plupart, en fait, ils sont jamais sortis de leur village. Ils sont souvent sans emploi et sans beaucoup de bagages scolaires, puisque la majorité a arrêté les études en cycle primaire. Comment est-ce que tu fais pour les former? Oui, donc ça, c'est une spécificité de notre modèle, c'est qu'on va en sélectionnant une commune, on va devoir recruter quelqu'un de cette commune pour qu'il devienne l'entrepreneur et qu'il s'occupe de ce kiosque dans la commune. Donc, d'où la difficulté de devoir recruter des gens dans le village. Comme tu dis, ils sont souvent sans emploi, ils ont généralement un bagage d'éducation très limitée, souvent au niveau primaire ou au collège. Nous, on va devoir déployer une véritable académie, c'est une école des entrepreneurs pour les former. Et cette académie repose sur 4 axes. On fait une formation initiale à tous les entrepreneurs qui nous rejoignent. On propose des curriculums basés sur des compétences techniques pour qu'ils apprennent à gérer la production de l'eau, savoir contrôler le process, parler de l'hygiène, des infections, la maintenance technique comme le panneau solaire, etc. Aussi, on propose un autre volet, c'est pour améliorer les compétences de vente. Donc, leur apprendre à savoir vendre son eau et à gérer des livraisons, des customers, etc. Et aussi, les 2 derniers volets, c'est des compétences en entrepreneuriat, parce que les entrepreneurs ont à gérer 2 opérateurs qui sont des employés de votre kiosque. Il va devoir savoir gérer des rôles, des responsabilités, à établir des targets de vente, à justement parler des jours, des heures d'ouverture dans votre kiosque et gérer des meetings, par exemple. Toutes ces compétences qu'on demande à un entrepreneur standard d'acquérir cette compétence. Et notre entrepreneur aussi sont des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs. Et le dernier volet, c'est les compétences en gestion. Donc, on leur apprend ce que c'est la finance, de gérer les finances dans votre kiosque, ce que c'est la dépense, les épargnes, l'investissement, l'approvisionnement. On les apprend à prendre des notes aussi, ce qu'on fait en bookkeeping. Noter tous les revenus, les dépenses dans votre kiosque, et ne pas mélanger des revenus ou des dépenses personnelles, des dépenses des kiosques, et aussi des gestions des stocks. Voilà, toutes ces compétences de base. Pas très compliquées, mais assez théoriques et structurées pour qu'ils puissent se repérer et mener à bien votre kiosque. Et en parallèle, on a des formations continues tous les mois avec notre advisor qui passe le temps au moins une fois par mois dans votre kiosque, qui vont être amenés à travailler sur des compétences qu'un entrepreneur spécifique n'a pas acquis pendant la formation initiale. Ils vont devoir avoir des suivis de formation comme ça, en même temps que d'effectuer des reportings mensuels, prélever des samples d'eau, ce qui était le rôle d'un advisor aussi,
pour qu'on puisse tester cette eau dans nos laboratoires. Voilà, en gros, ça c'est plus ou moins le schéma de formation qu'on propose en initial et continu. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre de nos meilleurs entrepreneurs pour que leurs compétences et savoir-faire puissent bénéficier au plus grand nombre possible des compétences, enfin, des entrepreneurs qui performent moins. Waouh, c'est hyper impressionnant. Et cette académie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Marie? Elle existe depuis combien de temps? Ça s'organise comment, cette formation? Nous, on appelle ici le Social Academy, Social Entrepreneur Academy. Donc, c'est en sorte une école gérée par TERSAT pour former tous les entrepreneurs rentrant en partenariat avec TERSAT. Donc, on soit un Salah ou oui, hein, pour nous ici. Ça existe depuis 9 ans. Ça a été créé en 2012. Et on organise cette formation, encore une fois, sur deux volets. On aura pour les formations initiales des cadrans très spécifiques. On organise plutôt une formation théorique la première semaine. Enfin, la formation se fait sur 4 semaines pour les nouveaux entrepreneurs. La première semaine du théorie, la deuxième semaine du pratique, troisième semaine pratique, quatrième semaine pratique. Donc, la théorie, ce sera basé sur tout ce qui est financial management, comme je dis tout à l'heure, la production, le sales marketing, entrepreneurship, le planning. La semaine 2, on fait cette formation, mais plutôt pratique, à appliquer ce qu'on avait vu en classe pendant la première semaine dans un vote kiosque. Et la troisième semaine, on le demande de passer du temps dans un autre boîte kiosque existant, souvent un boîte kiosque qui performe très bien et pas loin de leur village non plus. L'idée, c'est de faire un apprentissage pendant une semaine. Donc, ce nouveau entrepreneur passe du temps dans un kiosque existant en opération. Et on voulait ici transférer des compétences d'entrepreneur à entrepreneur. Comme ça, il commence à passer du temps et à visualiser tout ce qu'on avait vu en théorie initialement les premières 2 semaines. Et en 4e semaine, ce sera une formation pratique à nouveau, mais dans le boîte kiosque nouvellement construit. C'est-à-dire en 4e semaine, ils auront un nouveau building, un nouveau boîte kiosque qu'on vient de construire. Et eux, ils vont passer du temps directement là-bas. Et c'est cette partie-là où on va voir avec l'entrepreneur cette partie production maintenant surtout. On les apprend à produire de l'eau et s'il y a des erreurs, etc., on va corriger pendant ce moment-là. Et à la fin de des 4 cadrans, on va utiliser un outil très, très ludique pour évaluer la compétence des entrepreneurs, ce qu'on appelle le CRS Game. On va mettre des situations, ils vont répondre aux questions sur des tablettes. Et encore une fois, s'ils n'ont pas compris certains points, c'est pendant ce 4e semaine aussi qu'on va renforcer notre… D'accord. Alors, on a une question, merci Diane, qui est, mais en effet, comment est-ce qu'on va aller assurer le recrutement initial et quel est le taux d'échec? Le taux d'échec de recrutement ou de formation? Par rapport au recrutement, oui. Parce que je disais tout à l'heure, nous, on travaille directement dans la commune. Donc, on n'a pas un pool d'entrepreneurs initial avant d'arriver à ce vote kiosque. On n'est pas une entreprise qui fait l'announcement de job. Enfin, on travaille avec le ministère du Développement rural qui va nous dire vous allez dans cette province et avec le département de développement rural provincial va pouvoir nous indiquer qu'on va devoir aller dans cette commune. Donc, voilà. Et généralement, en arrivant dans une commune, on travaille avec le chef de commune et le chef de communauté de l'eau. Et c'est eux qui vont nous aider à recruter sur place. Donc, souvent, on a entre 3 et 10 CV
Et il va y avoir des process de recrutement comme pour n'importe quel boulot ici. On doit passer des tests et ensemble, on sélectionne le meilleur candidat qui était disponible en ce moment, sur place. Donc, parfois, on a des très, très bons profils. Nous, on aimerait trouver quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a initialement des esprits d'entrepreneuriat assez prononcés pour pouvoir former après. Mais parfois, on est amené aussi à recruter des gens qui ont un background d'éducation de base très limité. Mais s'ils ont une bonne compréhension de ce que c'est une business de base, et s'ils savent compter, lire, écrire, on va les intégrer dans notre cursus. D'accord. Et Diane complétait la question avec, est-ce qu'on sait la durée moyenne d'un entrepreneur? On sait aujourd'hui qu'en moyenne, il y a 82% des water kiosks qui sont ouverts depuis 2005 qui sont toujours actifs. Donc, ça donne déjà un bon indicateur des résultats. Mais est-ce qu'on a d'autres informations complémentaires? Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact du projet? Et pour revenir aussi à la question de Diane, est-ce qu'on a le nombre d'années moyennes d'un entrepreneur chez nous? 3-4 ans. Mais les kiosques qui performent le mieux, ils restent longtemps. Comme le Super Tier 1, ils restent là 7 ans et plus. C'est des gens qui arrivent à manager proprement le water kiosque. Et nous, notre difficulté, c'est quand on a un water kiosque, enfin un entrepreneur qui performe moins bien, lui, il aura tendance à quitter plus vite aussi. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de la fidélisation, demande Léon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que peut-être que Léon, peut-être que vous pouvez prendre la parole et poser la question plus précisément? Non, en fait, c'était moi qui posais la question pardon. Tout à l'heure. C'est toi, Léon. C'est toi, Léon Anne-Christine. Exactement, je me suis renommée. Mais en fait, c'était par rapport au taux de fidélisation. Mais Somari, merci, tu viens d'y répondre. Je voulais avoir un peu J'avais pas lu la question de Diane et ça rejoignait exactement la question de Diane. Donc, j'ai eu toutes mes réponses et bravo pour ça. Je trouve que c'est formidable d'arriver à ces taux de fidélisation. C'est impressionnant. D'accord. Merci, Somari. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mesure ou nous donner des exemples de résultats que tu as pu avoir et dont tu es particulièrement fière, Somari? Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a, encore une fois, 82% des taux de survie des water kiosques. Hein. On commençait à construire des kiosques à partir de 2005. Et 82% des kiosques sont encore opérationnels. Et parmi tes entrepreneurs les plus performants, est-ce que tu as un exemple à qui nous permettrait d'illustrer? Ok. J'ai pensé à un entrepreneur qui est dans la province de Kampong Cham, pour ceux qui connaissent le Cambodge. Lui, quand on avait recruté, il était à Echai. Echai, c'est un marchand ambulant qui passe de village en village pour acheter des plastiques, des canettes à recycler, du métal. Il entamait plusieurs boulots comme ça, il était gardien. On avait recruté en 2018 et lui, aujourd'hui, il est un des entrepreneurs qui performe le mieux. Il vend 4-5 000 bouteilles, par mois. Ouais. Et pareil, j'avais recruté une entrepreneuse, femme du coup. Elle était ouvrière d'une usine de textile. Aujourd'hui, elle fait sa vie dans son village. Ça l'évite de quitter la ville pour aller trouver un autre boulot dans une autre usine. Elle est très contente avec nous. Et tes autres projets à venir là, sur l'année 2021, comment est-ce que nous, on pourrait t'aider à faire la différence? On a plusieurs idées en tête. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait déjà mis en place, comme je décrivais tout à l'heure dans notre académie, on a mis en place des formations mensuelles complémentaires au coaching qu'un advisor a déjà
conduit chaque mois aux entrepreneurs, mais on essaie de rassembler des entrepreneurs dans une province. Ils sont 10-15 à venir sous la formation d'un advisor. Ils viennent, les 15 entrepreneurs viennent dans un votre kiosque et là, on va refaire des refreshings de formation initiale qu'on avait vu et revoir ça en grand groupe au lieu de faire un coaching one by one comme on le fait mensuellement. Ça s'était déjà mis en place. On avait constaté qu'il y a des votes kiosques qui sont en grande difficulté et notre advisor, vu le nombre de kiosques qu'ils ont à s'occuper, il devrait avoir plus de temps à passer dans un vote kiosque. 18 heures par mois n'est pas suffisant pour certains. On a créé un autre poste qui s'appelle Senior Advisor. Lui, il va avoir à s'occuper de 2 kiosques par mois. On va passer 2 semaines dans un vote kiosque et revoir tout ce qui est à revoir ensemble avec cet entrepreneur, reformer s'il faut et revoir les bonnes pratiques qu'on a à recommander à ces vote kiosques à mettre en place. Donc ça, c'est un nouveau rôle. On a renforcé la capacité de l'équipe académique. On a recruté 4 traîneurs entrepreneurs pour qu'on puisse avoir plus de temps, encore une fois, à donner des formations et suivre après cette formation. On a des séminaires annuels qu'on organise depuis 2 ans, mais malheureusement, comme je disais au départ, en 2020, on n'a pas pu le faire. Le séminaire, c'est un moment fort. Des entrepreneurs viennent de partout et se retrouvent quelque part. On avait fait à Semrep. C'est le moment de partage, de grandeur aussi pour certains, parce que voir qu'il y a 250 d'autres personnes qui sont dans le même métier qu'eux et que Ovi n'est pas à votre kiosque minuscule dans un village, c'est un réseau national. Eux, ils sont fiers, ils sont contents de venir à Semrep participer à cet événement. Tout ça, c'est un projet en cours. Je commence à répondre. Excuse-moi, je te coupe la parole, mais comment tu vas faire cette année? Parce que, en fait, avec le contexte actuel, en fait, ils ne peuvent pas se réunir. Comment est-ce que tu vois les choses? Donc, avec le Covid, on est obligé d'évoluer un petit peu et d'être un peu agile dans la façon dont on apporte de l'accompagnement et de formation aux entrepreneurs. Donc, cette année, on pense à accélérer un petit peu la partie digitale, la digitalisation de formation, parce que le Covid nous impose, nos staffs ont des limites, ils ne peuvent plus se déplacer dans certaines parties de province. C'est des mesures provisoires des chefs de district ou de communes. Donc, on pense à monter ce projet pour pouvoir faire du reporting à distance, peut-être par les entrepreneurs eux-mêmes. Ils vont avoir peut-être une tablette et ils rentrent toutes les dépenses, les revenus qu'ils ont, enfin, le même format plus ou moins simplifié d'un format qu'on demande à un advisor de collecter, les data collectées chaque mois. On va transférer un truc plus simple pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent faire ce reporting. On pense aussi à ce même projet digital, peut-être pour le moment, on va avec les tablettes ou un projet dans cette direction, on va pouvoir faire des séminaires en ligne, on va peut-être pouvoir faire des formations mensuelles aussi en ligne, ou quelque chose qui est à continuer à mettre en place. D'accord. Et alors, du coup, il y a 2 nouvelles questions qui sont arrivées. Donc, cette fois-ci de Anne-Christine et non pas Léon. Maintenant, je sais que c'est Christine. Est-ce que tu veux poser ta question? Oui, moi, je voulais savoir un peu, Somari, quelle était la part des femmes entrepreneuses et des femmes opératrices. Et voilà, est-ce qu'elles sont de plus en plus nombreuses ou est-ce que vous restez sur un recrutement plutôt masculin lié à la difficulté physique de livrer, voilà, je voulais savoir un peu quel était ton… C'est une bonne question.
on n'a pas de volonté de recruter que des hommes, mais les gens qui sont intéressés sont malheureusement principalement que des hommes. Mais aujourd'hui, on a quand même 25% des entrepreneurs femmes. Et la plupart du temps, elles sont bien organisées. Les votes de kiosque sont très propres. elles sont performantes et je suis très contente d'entrepreneurs femmes. Et tu le portes bien toi aussi. Et on a aussi une question de Diane. Diane, est-ce que tu veux poser la question ou est-ce que tu veux que je la pose pour toi? Oui, non, je peux la poser. J'en ai plusieurs en fait, hein, ce modèle me passionne. D'abord, bon, l'académie, c'est impressionnant. Donc, une de mes questions, parce que j'ai un parcours plutôt international, c'est est-ce que finalement l'académie, qui est unique pour l'instant, puisque c'est cette expérience extraordinaire, est-ce qu'elle serait reproductible à l'extérieur sûrement, mais est-ce qu'au fond, l'académie pourrait diffuser, je dirais, surtout Mille et une fontaines, surtout, comme ça vient d'être dit, comme on est en train de rentrer dans une ère un peu digitale, de plus en plus de gens vont utiliser des Zooms ou des outils de ce type-là. On peut imaginer que l'académie puisse être l'académie de Mille et une fontaines et qu'elle puisse diffuser. Enfin, est-ce que ça paraît raisonnable ou est-ce que c'est beaucoup trop, je dirais, local? Parce que c'est intéressant et c'est un des défis de Mille et une fontaines, c'est l'étape, comment on grandit et comment on fait grandir Mille et une fontaines dans tous les pays du monde, quoi. Enfin, tous ceux qui en ont besoin. Merci Diane. Somari, je te laisse répondre. Et je vois qu'il y a Romain qui est directeur pays au Vietnam, donc qui lui aussi travaille beaucoup sur les enjeux de formation en lien avec Somari, en lien aussi avec Amandine Chaussinan. Donc peut-être ça peut être intéressant que vous répondiez à deux voix, si ça vous va. Romain, tu veux y aller? Je réponds à Diane tout de suite. Vas-y, Somari, je compléterai si besoin. Merci. Ça marche. Diane, tu poses une question très, très importante et on est en train de travailler sur ça en ce moment. Donc, on va créer une académie Mille et une fontaines. Amandine Chaussinan, qui est directrice pays Myanmar aujourd'hui, elle est en France. Elle est en train de travailler sur ça. On est en train de rassembler tous les outils de formation par pays et classer les outils qui sont transférables pour les autres pays. Donc, on va créer des outils Mille et une fontaines pour identifier, déterminer des gestes métiers qu'on pourrait répliquer très, très facilement dans un nouveau pays Mille et une fontaines. Romain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, je dirais que c'est vraiment, Diane, en effet, tout l'enjeu de Mille et une fontaines des années à venir. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette base de savoir, il y a des spécificités pays, il y a déjà un fonctionnement réseau qui fait qu'en fait, il y a en permanence une amélioration, mais en effet, un des enjeux de notre accélération aujourd'hui, c'est véritablement la place de cette académie ou école Mille et une fontaines. Et on voit bien ce que disait Somari, c'est les super tier one aujourd'hui, c'est des gens qu'on a formés pendant plus de 7 ans. Et finalement, la clé du modèle, c'est pas tant l'intelligence des process ou la dimension low-tech d'un water kiosk qui fait qu'on arrive à produire à très très faible coût, mais véritablement le facteur humain. Romain, je te passe la parole pour compléter. Non, je veux juste dire un petit mot. Déjà, moi, je suis toujours aussi ébahi par la profondeur du travail qui est faite au Cambodge. C'est vraiment c'est impressionnant, la qualité des formations, des process, etc. Alors moi, donc j'ai démarré le Vietnam il y a 3 ans maintenant pour Mille et une fontaines dans un contexte pays et dans un contexte d'accès à l'eau potable assez différent. Et un des challenges que moi auxquels j'ai dû faire face, c'était d'avoir tout un tas d'outils et de formations déjà existantes et de devoir faire la part des choses entre ce qui était réplicable dans le contexte spécifique du Vietnam et puis ce qui devait être réinventé, recréé, etc. Donc ça, je pense que c'est aussi une de nos forces, c'est qu'on a à la fois des process très clairs et très formalisés, et en même temps, on a un jeu de jambes qui est nécessaire pour s'adapter selon les situations de chacun des pays. Donc, je pense que ça va continuer à être un challenge sur nos prochains développements pays, de prendre ce qu'il y a de meilleur dans le modèle Mille et une fontaines et puis de s'ajuster à la réalité locale.
Merci Romain, et merci de nous avoir fait la chance d'être là ce matin. Je vois qu'il s'approche de la fin du rendez-vous. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent, on pourra reprolonger l'échange. Ce qu'on voulait aussi vous dire ce matin, et encore merci Somari, parce que je sais aussi que tu es très prise, c'est quand on a préparé ce rendez-vous avec Somari, tu nous disais pour toi que finalement le plus important sur cette année 2021 dans le contexte, c'était vraiment de continuer à pouvoir développer cet accompagnement au plus proche des entrepreneurs. Tu disais, voilà, tu avais imaginé ce volet d'immersion mensuelle supplémentaire l'année dernière, et que finalement, c'est vrai que voilà, avec les restrictions de déplacement qu'il peut y avoir de manière exceptionnelle, etc., le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin d'accélérer la digitalisation. Tu disais, par exemple, c'est un budget de $300 par water kiosk pour les équiper en tablette. On a fait le calcul, c'est à peu près 60 000 € additionnels. Et on voit bien, voilà, on a aujourd'hui toute une dynamique autour du projet Cambodge, mais il y a toujours besoin d'accélérer, d'aller plus vite. Et cet enjeu de digitalisation, il en fait partie. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Aurélie a une question. Ouais, je ne voyais plus les questions là. Il y a une question sur les Super Tier 1. Ouais, on en a 34 aujourd'hui. 100, oui. 34 sur 260. 260. Et on est en train de travailler sur ce projet, ce qu'on appelle ici le projet 5G, c'est de pouvoir accélérer la performance des water kiosks vers les Super Tier 1. Jusqu'à l'année dernière, on n'a que des notions de tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1, c'est des sites qui performent le mieux, qui vendent en moyenne 1700 litres par jour par an. Et un Super Tier 1, il vend plus de 2500 litres. Donc, l'idée de consolider cette formation, de revoir les pratiques dans les autres pays, la formation mensuelle de senior advisor, tout ça, c'est de pouvoir accompagner notre entrepreneur à partir de la base d'aujourd'hui, à performer encore vers la nouvelle notion de Super Tier 1. Et aussi, on est en train de travailler sur un autre volet de formation, spécifiquement sur la vente. Ce sera un processus de transformation vente. On est en train de voir comment on adapte à notre formation pour que ce soit orienté encore plus vente. D'accord. Donc, ça va demander un travail d'un advisor, d'un advisor au moins un mois par kiosque. Ça nécessite de rester un mois dans un kiosque pour pouvoir amener cette transformation. Merci Somari. Merci à tous d'avoir participé. J'en profite, comme je suis aussi directrice fundraising, pour rappeler que en fait, jusqu'au 8 juin, en fait, on peut défiscaliser le don jusqu'à 75%. Ça veut dire qu'on sait que le coût d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est 800 €. Après défiscalisation, c'est un coût de 200 €. Donc, n'hésitez pas, on a toujours aussi besoin de votre soutien, on a besoin de vous pour continuer à accélérer. On en parlait tout à l'heure à travers du projet digitalisation. Il y a toute une partie qui est aujourd'hui à l'équilibre, mais l'enjeu de demain, et je pense que Diane, tu l'as aussi bien rappelé, c'est véritablement de pouvoir élargir cette dimension formation, cette académie, de la faire grandir. Et ça, c'est nous, on est convaincus que c'est ce qui peut nous propulser, ce qui peut nous aller à aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des moyens et c'est ce qu'il faut c'est notre ambition des années à venir. Si vous pouvez aussi nous aider, si vous voulez en parlant de nous auprès de votre entourage. C'est vrai qu'aujourd'hui, Mille et une Fontaines, on a des budgets essentiellement consacrés sur le terrain. On ne fait pas de campagne de communication. On ne veut pas dépenser
nos budgets là-dedans. Donc, de nous aider à parler de Mille et une fontaines auprès de votre entourage, d'organiser des rencontres. On est à votre disposition pour ça et pour nous permettre voilà, de nous faire connaître au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi pour voir comment est-ce qu'on pourrait organiser de nouveaux rendez-vous comme ça. Somary, on va te laisser commencer ton après-midi. Merci. Et nous on va commencer notre matinée. Merci beaucoup à toi d'avoir été présente. Merci à tous et j'espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.